Et bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo en chair et en os de Formule Moyen. Nouvelle vidéo, nouveau concept, comme vous pouvez le voir, nous sommes plus à Barcelone, du coup il fallait bien que je rentre chez moi à un moment ou à un autre. Mais le sujet reste le même, ce sera de la Formule 1 en long, en large et surtout en travers. Alors dans la première vidéo, on avait fait un tour à pied du circuit de Montjuïc. Ça a l'air de vous avoir plu, c'est cool. Il y en aura probablement d'autres, des comme ça, sûrement en France. Étant donné que j'habite pas très loin du Paul Ricard, on n'ira pas au Paul Ricard du coup parce que le circuit est fermé. Je n'ai pas encore les connexions pour pouvoir pénétrer l'antre du circuit. Mais il y a Monaco qui est en ville et voilà, j'ai qu'à trouver un caméraman et puis on ira se promener à Monte-Carlo. Alors je vous propose un concept qui n'a jamais été vu auparavant, les 10 faits les plus impressionnants, les plus incroyables de l'histoire de la Formule 1. Petit spoiler, vous n'allez pas croire, le numéro 6. Je vous propose d'attaquer avec le sponsoring. Alors, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas d'ailleurs, on est là pour apprendre, il n'y a pas de souci. Vous ne le savez pas, vous me le dites et moi je vous apprends. Le sponsoring et la Formule 1, c'est une histoire de longue date. On ne compte plus le nombre de marques qui ont apposé leurs stickers sur des monoplaces de Formule 1. Mais s'il y a bien un type de sponsor particulier qui a marqué l'histoire de la discipline, ce sont les cigarettiers. Pour tout vous dire, le premier sponsor de l'histoire de la Formule 1, c'était une marque de clopes. Les lois tabac d'aujourd'hui ont fait disparaître les Marlboro, Benson Hedges, Lucky Strike, que sais-je encore sur les monoplaces. Mais il n'y a pas si longtemps, les clopes étaient légion. Alors l'histoire que je vais vous conter brièvement se tient au cœur des années 1980. À cette époque, il n'y avait pas réellement de restrictions ou de lois anti-tabac dans les pays où se produisait la Formule 1. Bon, de tête, je pense à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, qui, à l'époque, avaient déjà interdit la pub pour le tabac. Et donc, les sponsors devaient trouver un moyen assez ingénieux de disparaître des voitures tout en faisant la pub de leurs produits. Alors, par exemple, Marlboro remplaçait ses lettres par un code barre, ou alors d'autres utiliser simplement leur logo au lieu du nom complet. Mais je veux me concentrer tout particulièrement sur le sponsor West. À l'époque, en 1986, West sponsorisait la petite équipe allemande Zakspeed. Et lorsque se produisit le tout premier Grand Prix de Hongrie de Formule 1, disputé à l'époque de l'autre côté du rideau de fer, West a eu un éclair de génie. Et au lieu de masquer entièrement son sponsor ou d'utiliser le code barre à la Marlboro, ils se sont renommés en East, histoire de faire un clin d'œil justement au côté est du rideau de fer. Et on se retrouve dans un nouveau décor pour la suite de cette vidéo. Voilà, c'est un petit peu ça aussi Formule Moyen, c'est la surprise, c'est l'imprévisibilité. On ne sait pas à quoi s'attendre sur cette chaîne et c'est parfait. Un nouveau fact qui j'espère vous plaira. J'avais envie de vous conter l'histoire du Grand Prix des États-Unis 2005. Certains connaissent déjà l'histoire de cette course puisque j'ai fait un article sur le blog. Les pneus Michelin sont exceptionnellement bons en cette année 2005 et Bridgestone, le concurrent japonais, peine à suivre. Arrive le Grand Prix des États-Unis disputé sur le circuit d'Indianapolis et durant les essais libres, les pneus Michelin éclatent. Il faut savoir que les caractéristiques du circuit d'Indianapolis, le seul circuit du calendrier avec un virage incliné, ne convenaient pas aux pneus Michelin. Michelin ne sait pas d'où ça vient et ne peut pas régler le problème. Alors les équipes se réunissent, avec les équipes Bridgestone également. Ils en discutent et ils se disent bon, qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, aucune solution n'est trouvée le jour de la course. Et les équipes Michelin sont dans l'obligation d'abandonner avant même le départ. Ce qui laisse donc 6 voitures seulement pour disputer la course, de Ferrari, de Minardi, de Jordan. Autant vous dire que Ferrari a dominé la course, Schumacher devant Barrichello. Thiago Montero monte sur le podium pour Jordan. Il offre à l'équipe son dernier podium en Formule 1. Et étrange scène sur le podium, personne ne souhaite réellement célébrer. Les pilotes Ferrari ne débouchent même pas le champagne, ils s'en vont directement après avoir reçu leur trophée. Sauf Montero qui reste sur le podium et qui célèbre ça comme s'il avait remporté la course de sa vie. En parlant de podium d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire du champagne en Formule 1 ? Quand on dit Formule 1 et même quand on dit sport automobile en général, on pense à la bouteille de champagne qui est débouchée sur le podium. Voilà, les pilotes s'aspergent entre eux, tout le monde rit, c'est super, tout le monde est copain. Mais cela n'a pas toujours été comme ça. Bon, le champagne et la Formule 1, ça remonte au Grand Prix de France 1950. Premier Grand Prix de France de l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Le vainqueur reçoit une boutanche de champagne, étant donné que la course se déroule dans la région de Champagne-Ardenne. D'ailleurs, je salue
tous nos amis champomis ardennais qui me regardent. Je sais qu'ils sont très nombreux. Au fil des années, les bouteilles de champagne sortent des limites du circuit de Reims. On commence à en offrir un peu partout dans le globe. Et en 1966, aux 24 heures du Mans, Joe Siffert remporte la course. On lui offre la traditionnelle bouteille de champagne, sauf que catastrophe, j'aime bien dramatiser. La bouteille s'ouvre d'elle-même lors de la cérémonie du podium, car elle a été laissée au soleil pendant trop longtemps, la pression s'est accumulée et le bouchon a sauté tout seul. Tous les officiels, tous les pilotes ont été arrosés par le champagne. Ça a fait sourire beaucoup de monde. Et un an plus tard, lorsque Dan Gurney a remporté la course, l'Américain a jugé assez marrant de reproduire la scène du Mans 66, mais de façon volontaire. C'est-à-dire qu'il a secoué la bouteille de champagne, le bouchon a sauté et il a aspergé tout le monde. La scène a été immortalisée sur film via appareil photo. C'est devenu instantanément culte. Et depuis, la tradition veut que l'on s'arrose de champagne lorsque l'on remporte une course de F1. Une saison de Formule 1, c'est entre 15 et 20 courses qui se disputent de mars à novembre sur les 5 continents et des centaines de points sont en jeu. Mais il n'est pas rare qu'un championnat se joue à quelques points près. L'excitation de la dernière course devient alors fantastique, incroyable. Les fans sont en transe, moi le premier. Mais savez-vous quel est le plus faible écart entre le premier et son dauphin au classement? 1984. Cette saison, Niki Lauda et Alain Prost se disputent la couronne au sein du team McLaren. McLaren a produit la voiture la plus incroyable de la saison. Personne n'arrive à les concurrencer. Le titre s'est joué lors de la dernière course au Portugal et Lauda l'a emporté pour, tenez-vous bien, un demi-point d'avance. Je n'ose pas imaginer la gueule qu'a dû faire Prost en apprenant qu'il avait perdu pour 0,5 points. Mais bon, le Français a fini quadruple champion du monde de la discipline. Un titre devant Lauda, ça reste un bon lot de consolation, je trouve. Alors le drapeau à damier est utilisé pour signifier au premier qu'il a gagné la course. Et le directeur de course est chargé de la baisser à chaque fin de Grand Prix. Il est arrivé par le passé qu'on appelle au renfort plusieurs guest stars pour remplir ses fonctions. Et ce fut le cas de Pelé en 2002 lors du Grand Prix du Brésil. Mais il me semble que le champion du monde de foot n'était pas très intéressé par la Formule 1 et il a manqué le premier et il a également manqué le second. Ce n'est que lors du passage du troisième que Pelé s'est rappelé qu'il avait un job à faire. Mais bon, au final, ça n'a pas changé grand-chose. Le vainqueur avait compris qu'il avait gagné même sans drapeau à damier et il a ralenti de lui-même. Ce qui est plus grave en revanche, c'est ce qui s'est passé lors du Grand Prix du Japon 2019. C'était il y a quelques semaines à peine. Il y a eu un bug informatique. Le logiciel qui se charge du timing, du live timing a planté et la course a été arrêtée un tour avant la fin. En lutte pour une place dans les points, Gasly et Pérez se sont accrochés dans le dernier tour de course. Pérez a dû abandonner, mais comme il y a eu ce plantage, le Mexicain a été tout de même classé dans les points, même s'il n'a pas vu le drapeau à damier sur la piste. Vous connaissez Penthouse? Je pense que oui. En 1976, ils montent leur propre structure en Formule 1 en association avec SKF et les châssis britanniques sont donc repeints en conséquence. La nouvelle livrée est d'un goût particulier, si j'ose dire, avec des pin-up peintes sur la voiture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette écurie Penthouse était également sponsorisée par les feuilles à rouler Rilacroix. Je pense que c'est la meilleure association de l'histoire de la Formule 1. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que le pilote de cette monoplace était brésilien. Je salue nos amis de Rio de Janeiro au passage, je sais qu'ils sont nombreux à me regarder. Alex Ribeiro, c'est son nom, est appelé par Penthouse à la fin de la saison 76. Ironie du sort, c'est que cet homme est un fervent croyant. Comme Ophélie Winter, Dieu lui a donné la foi. Ribeiro est assez connu au Brésil puisqu'il a longtemps occupé le poste de directeur des Athlètes du Christ, une association qui a un lien très fort avec l'équipe de football du Brésil. Un cocktail complètement détonnant. Un fidèle pilotant une monoplace sponsorisée par des magazines de cul et des feuilles à rouler. Ce qui fait le charme de la Formule 1, j'imagine. Williams, c'est une équipe que les passionnés et même les pas très passionnés connaissent, étant donné qu'elle a remporté plusieurs titres de champion du monde, tant chez les constructeurs que chez les pilotes. Mais est-ce que vous connaissez son origine? Frank Williams lance sa structure dans les années 70
À l'époque, il se chargeait de récupérer des vieux châssis, il les repeignait et il appelait ça des Williams. Et après plusieurs faillites, il se relance à la fin des années 70 avec l'aide d'investisseurs saoudiens. Il est aidé entre autres par la famille Auger, détentrice de la holding technique d'avant-garde, qui possède également les montres Tag Heuer, j'imagine que vous les connaissez. Au final, Williams 2.0, la nouvelle Williams, triomphe assez rapidement. L'équipe a été lancée en 1978. Avant même la mi-saison 79, il y a déjà une première victoire. Lors de cette victoire en 79, le patron Frank Williams et son pilote victorieux Clay Regazzoni s'enferment quelques heures dans la caravane de l'équipe en compagnie de potentiels investisseurs saoudiens. Et quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on voit sur les Williams? Des stickers Ben Laden. Je ne vous mens pas. Alors la famille Ben Laden est très connue au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, puisqu'elle dirige une entreprise de BTP. Et c'est cette entreprise qui justement apposa ces stickers fin 79, le temps de quelques courses seulement. Le pilote le plus malchanceux de la discipline, c'est bien Chris Amon. Ce néo-zélandais a sévi dans les années 60 et 70 et a piloté pour des équipes de renom comme Ferrari ou Matra par exemple. Amon, c'est une centaine de grands prix en Formule 1, des centaines de tours en tête, très souvent trahi par sa mécanique. Amon n'a jamais soulevé le trophée d'un vainqueur de Grand Prix. Le Kiwi était si malchanceux que ses amis pilotes ont dit de lui que s'il investissait dans les pompes funèbres, alors les hommes cesseraient de mourir. Alors tout à l'heure, je vous avais parlé du plus faible écart entre le premier et le deuxième au classement général. Maintenant, j'aimerais me pencher sur le plus petit écart entre le premier et le deuxième lors d'une course. Grand Prix d'Italie 1971, dernière course se disputant sur le circuit de Monza sans chicane. Autant vous dire que les records de vitesse sont battus. Pole position la plus rapide, le meilleur tour en course explosé, vraiment. Tout y passe. Et sur la piste, c'est celui qui maîtrisera le mieux le jeu de l'aspiration qui remportera la course. Celui qui la remporte, il s'appelle Peter Geffen. À la mi-course, il n'était même pas dans le wagon de tête, il était relégué à plusieurs secondes des leaders, mais il a cravaché, il est revenu aux avant-postes. Il pointait à la 4e place dans le dernier tour. Rendez-vous compte, un tour, c'est quoi? 1 minute 20, 1 minute 30 à peine. En 1 minute 30, il remonte 3 positions. Dans le tout dernier virage de la course, il se jette à l'intérieur de la courbe pour récupérer la tête. Son moteur V12 BRM l'aide à garder cette première position. Et sur la ligne, il s'impose avec, tenez-vous bien, 10 millième d'avance sur son plus proche poursuivant, la marche de Ronnie Peterson. Mais ce n'est pas fini. Le troisième, François Sever sur Tyrrell, est classé à 90 millième du vainqueur. Le quatrième, McKay Wood, est à 180 millième de Geffen. Et enfin, le cinquième, Howden Ganley, est classé à 610 millième du premier. Les 5 premiers se tiennent en un petit peu plus d'une demi-seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, l'écart entre le premier et le deuxième, ça se chiffre à ça, on va dire. Ça, voilà. Respectable. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la Formule 1 que la direction de course disqualifie un pilote pour comportement tout à fait inacceptable. L'esprit antisportif, c'est poubelle. Oh non monsieur, pas de ça chez nous. Par contre, il est déjà arrivé que le drapeau noir soit présenté à un pilote et qui n'avait rien fait de bien méchant. Prenons le cas d'Al Pease, un héros de la Seconde Guerre mondiale qui s'est reconverti pilote de Formule 1. Ce Canadien d'origine britannique décide de s'engager à la fin des années 60 pour son Grand Prix national. Ses premières tentatives s'avèrent très infructueuses, mais il faut savoir qu'il bénéficiait d'un matériel nettement inférieur par rapport à ses concurrents. 1969, troisième et ultime tentative d'Al Pease en Formule 1. Le Canadien parvient à se qualifier pour la course, mais catastrophe, son rythme est pourri, il n'a pas le niveau pour la Formule 1. En quelques minutes, les leaders lui prennent déjà un tour, et en plus d'avoir un rythme d'escargot, Al Pease est hyper dangereux. Il louvoie sur la piste lorsque les premiers tentent de lui reprendre un tour. Il s'accroche avec plusieurs pilotes, dont Jackie Stewart, tout fraîchement couronné à l'époque. Et le patron Stewart pète un câble, il va voir les commissaires. Ils leur disent bon, faites quelque chose, et peu après la sanction tombe. On demande à Pease de regagner les garages et de ne plus en ressortir. Il se retrouve disqualifié pour conduite trop lente. Salut à tous les amis, vlog numéro 1492.
petite blague bien sûr, ça n'a jamais fait de mal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez des pouces si vous en voulez d'autres dans ce style. Écrivez-moi un commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous, activez la cloche, comme vous le savez, ça va de pair. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.